Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Deuxième jour d'audition devant la Cour pénale internationale pour l'ancien ministre ivoirien Joël Nguessan. Le porte-parole du RDR est entendu en tant que témoin à charge dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé. Également dans l'actualité, au Cameroun, le gouvernement veut faire de l'économie numérique une stratégie de développement. Les autorités invitent les entreprises locales à utiliser l'Internet comme principal outil de travail. Et puis focus sur la 6e édition du festival Sida Foot qui s'est clôturé dimanche 26 juin par un match de gala au Mali. Plusieurs joueurs internationaux maliens ont pris part à cet événement pour sensibiliser les populations sur le virus du sida. L'audition de l'ancien ministre ivoirien Joël Nguessan se poursuit ce mardi 28 juin devant la CPI. Le porte-parole du RDR, le parti du président Alassane Ouattara, est présenté comme témoin à charge et donne sa version concernant les violences commises après la présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Il est entendu depuis ce lundi 27 juin par la Cour pénale internationale dans le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Bégoudé, tous deux jugés pour crimes contre l'humanité. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage. Je voulais savoir pour vous, en tant que représentant d'un parti politique de l'opposition, alors suite aux élections, suite à l'annonce des résultats des élections, est-ce que pour vous, il y a eu certaines conséquences de votre visibilité, de votre rôle en tant que membre d'un parti politique d'opposition? Je ne saisis pas bien votre question quand vous parlez des conséquences. Alors, si nous regardons les mois de décembre, janvier, février, durant cette période, étiez-vous toujours à Abidjan, dans votre maison? Oui, j'étais dans ma maison, mais à partir du mois de février, j'ai déménagé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la période où les résidences de tous les dignitaires de l'opposition étaient saccagées et pillées. Et j'ai failli recevoir la visite. Du moins, ils sont arrivés à mon ancien domicile pour constater que je n'y étais plus. Parce que j'avais déménagé sans informer qui que ce soit. Direction le Congo-Brazzaville où l'inculpation du général Jean-Marie Mokoko le 16 juin dernier a été qualifiée d'arrestation arbitraire par l'opposition. Pour les plateformes Frocade IDC, cette arrestation serait la preuve du refus d'un dialogue politique de sortie de crise par le gouvernement, un dialogue dont les raisons ne seraient pas fondées selon le porte-parole de l'exécutif. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'opposition congolaise a perdu tout espoir de dialoguer avec le gouvernement congolais. L'annonce avait été faite lors d'une déclaration rendue publique au lendemain du transfert du général Jean-Marie Michel Mokoko à la maison d'arrêt de Brazzaville. Une arrestation considérée comme arbitraire par les membres des plateformes d'opposition Frocade IDC. En arrêtant de façon arbitraire le général Jean-Marie Michel Mokoko, M. Denis Sassou Nguesso vient de prouver son refus catégorique de ce dialogue politique inclusif, le seul qui peut faire sortir le pays de la crise actuelle. La conférence des présidents du Frocade, IDC et composante GM3 se réserve désormais le droit citoyen de consulter toutes les forces politiques et sociales républicaines en vue de mettre en place un comité préparatoire de ce dialogue inclusif. Les opposants représentés sous le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et de l'initiative pour la démocratie au Congo, Frocade IDC, ne reconnaissent pas le pouvoir actuel comme légitime. Ainsi, pour le porte-parole du gouvernement, le dialogue est avant tout un état d'esprit politique, psychologique et moral. Un dialogue dont il a du mal à comprendre la nécessité. J'ai du mal à voir pourquoi ce concept, c'est-à-dire un dialogue de manière structurée, dans une salle, avec un ordre du jour, alors que nous sortons d'un processus électoral qui lui-même a été enclenché suite à des consultations du président de la République
à l'endroit de la classe politique et de la société civile, ces consultations ayant débouché justement sur un dialogue à CBT. J'ai du mal à voir ce qui, sur le plan de l'opportunité, justifierait d'un dialogue. La Constitution du 25 octobre 2015 stipule dans son article 227 qu'il est institué un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République, un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et pour parler de la situation politique et sociale au Congo, nous recevons Monsieur Vivian Manungu. Bienvenue, monsieur. Bonjour, merci vous êtes de m'avoir invité. originaire de la République du Congo. Vous êtes le porte-parole de Monsieur Guy Brice Parfait Kolela, arrivé en deuxième position à la présidentielle du 20 mars 2016. Alors on l'a vu précédemment dans le reportage, le général Mokoko a été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. À la suite de cela, plusieurs autres opposants ont affirmé être empêchés de mener leurs activités politiques. Alors peut-on parler d'intimidation politique au Congo ? Oui, il y a une ambiance de répression policière face aux activités de l'opposition, ce qui est déplorable, puisque, comme vous le savez, pour que la démocratie respire, il faut que l'opposition ait la liberté de vaquer à ses occupations. Et comment cette répression s'exprime-t-elle ? S'exprime par le fait, par exemple, récemment, la conférence de presse de l'IDC Frocade a été annulée sine die. M. Mokoko a été arrêté, comme vous le disiez tantôt. Certains opposants, M. Kolela, chez lui, est toujours gardé, on ne sait pas trop, par des policiers, des hommes en armes. Donc il y a une véritable ambiance de répression policière qui s'est installée. Par ailleurs, il y a une volonté du pouvoir d'humilier les opposants, ce qui est étonnant. Je vais vous prendre un exemple rapide. Monsieur Mokoko a été arrêté, on nous dit, pour une affaire de vidéo. Bon, on verra bien ce que l'instruction dira. Mais lorsque l'on place un prévenu en détention, c'est parce qu'on a des motifs de penser que cette personne pourrait s'enfuir ou éventuellement pourrait entraver la bonne marche de l'instruction. Monsieur Mokoko, depuis 2 mois, était assigné à résidence surveillée. Avait-on besoin de l'arrêter? Il pouvait continuer à être à résidence surveillée en attendant que l'instruction suive son cours. Donc il y a une volonté d'humilier les opposants, il y a une volonté de les faire passer pour des irresponsables, ce qui est dommageable pour la démocratie. Pourtant, l'élection présidentielle s'est faite récemment au Congo. Est-ce que la répression est plus forte depuis? Ou est-ce que ça a changé quelque chose? La répression s'est amplifiée. Le gouvernement dérive vers l'autoritarisme qui s'explique en effet par le braconnage électoral de mars dernier. Alors, en avril dernier, les bombardements dans la région du Poul faisaient la une de l'actualité. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors quelle est la situation dans cette région ? Écoutez, la situation dans cette région est toujours aussi dramatique. Il y a des nombres déplacés, il y a eu des morts. Nous, dans le dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale que le président Kolela appelle de toutes ses forces, nous souhaitons aussi qu'une commission d'enquête internationale soit mise en place pour faire la lumière sur les responsabilités, afin que justement les responsabilités soient dégagées. Jusqu'à présent, la lumière n'a pas été faite sur les bombardements. Jusqu'à présent, la lumière n'a pas été faite. Le gouvernement avait annoncé une enquête dont personne ne connaît l'issue. Nous demandons depuis longtemps, le président Kolela a demandé depuis longtemps une enquête internationale. Personne n'en parle. Nous, ce que nous souhaitons dans le cadre de ce dialogue aussi, qu'une recommandation soit prise pour qu'une commission d'enquête indépendante et impartiale soit mise en place. Le premier gouvernement de la Nouvelle République, adopté en octobre 2015, a été formé le 30 avril dernier. Le président Denis Sassou Nguesso parle d'un gouvernement de rupture. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, c'est un slogan. Le président Sassou avait déjà annoncé la fin de la récréation en 2009, lors de sa prestation de serment. Vous savez, à un moment donné, plus personne ne vous croit. C'est pas parce qu'on change quelques noms que la rupture s'installe. La rupture, c'est d'abord la rupture des pratiques. Il faut des nouvelles pratiques politiques, pas simplement des hommes. Si vous changez monsieur, je ne sais plus trop qui, par monsieur Manungu, et que finalement monsieur Manungu fait pire que l'ancien, où est la rupture? La rupture serait, par exemple, de faire en sorte que l'opposition, enfin de notre public, puisse exercer librement ses activités. Je vous remercie, monsieur Manungu, d'avoir répondu à nos questions et à cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité.
Faire de l'économie numérique une stratégie de développement est l'une des priorités du gouvernement camerounais. Les autorités invitent les entreprises locales à exploiter les technologies de l'information et de la communication, dont la contribution est pour l'instant estimée à 5% du PIB. Plusieurs startups ont répondu à cet appel et ont choisi de faire de l'Internet leur principal outil de travail. Un reportage de notre correspondant Chérif Osman Bardonka. Le Cameroun envisage de devenir à l'horizon 2020 un pays qui se développera grâce à l'économie numérique. Le secteur des télécommunications est en pleine expansion et les entreprises sont de plus en plus encouragées à l'usage du numérique. Les startups camerounaises, en l'occurrence, ont déjà fait de l'Internet le principal outil de travail. Toute notre activité est dématérialisée. Nous travaillons en ligne, que ce soit pour la communication entre les employés, que ce soit pour le traitement de nos commandes ou pour les échanges avec nos partenaires extérieurs. Nous avons réussi à former justement les talents camerounais qui travaillent avec nous à cet usage qui permet de réduire les coûts, d'être performant et de toucher un plus large périmètre. Au-delà des employés, c'est également nos partenaires, les entrepreneurs avec lesquels nous collaborons, que nous avons formés justement à l'intérêt du numérique. Selon les spécialistes, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient faciliter la croissance économique du Cameroun. Elles pourraient créer des entreprises et constituer une véritable niche d'emploi nouveau pour la jeunesse. C'est un formidable outil pour permettre de développement économique. En investissant sur l'économie numérique, le Cameroun a la possibilité de se développer en termes de croissance économique parce que c'est un vecteur de création des emplois, c'est un vecteur de création des entrepreneurs parce que c'est un nouveau domaine et aussi c'est un vecteur de différenciation du Cameroun. Le Cameroun peut devenir demain le hub technologique de l'Afrique centrale et rayonner dans l'ensemble des pays de la sous-région sur cette base-là parce que le Cameroun a de très très bonnes compétences. Le développement de l'économie numérique fait désormais partie des priorités du gouvernement camerounais. Le chef de l'État, Paul Biya, a d'ailleurs invité les jeunes à s'y investir davantage pour une contribution du numérique à l'économie camerounaise. Et pour y arriver, les spécialistes recommandent un développement des infrastructures large bande, l'accroissement de la production de l'offre des contenus numériques et la vulgarisation de l'usage des TIC dans les différents secteurs d'activité. Je vous le disais en titre, au Mali, la 6e édition du festival Sida Foot a refermé ses portes dimanche 26 juin sur un match de gala. Cet événement était placé sous le signe de la paix mais aussi de l'éradication du VIH d'ici 2020. Cette édition avait pour objectif d'informer et de sensibiliser la jeunesse sur le sida et d'amener les sportifs maliens et leurs fans à se mobiliser pour la paix dans le pays. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, la 6e édition du festival Sida Foot a rassemblé le monde du football ce dimanche 26 juin 2016 au stade Modibo Keïta. C'est un match de gala qui a opposé l'équipe junior du Mali, médaillée de bronze de la dernière Coupe du Monde de sa catégorie, à une équipe composée d'internationaux maliens et burkinabés. Seydou Keita de l'AS Roma et Bertrand Traoré de Chelsea ont rehaussé l'image de cette manifestation placée sous les signes de la paix au Mali et de l'éradication du sida à l'horizon 2020. Pour quelqu'un qui connaît cette pandémie, c'est la population juvénile, la frange des jeunes qui est très sensible, qui est vraiment exposée à cette maladie. Donc pour organiser la lutte contre cette maladie, le football constitue un terrain de prédilection. Donc c'est en cela que je soutiens et j'encourage l'initiative de Sida Foot. Le match de gala a vu la victoire des juniors maliens sur la sélection des internationaux par 4 buts contre 2 avec un doublé du feu follet burkinabé Bertrand Traoré. Le concept Sida Foot est devenu un moment de retrouvailles pour les footballeurs maliens. Les organisateurs du Sida Foot regrettent la crise traversée par la famille du football. Je demande au peuple malien de s'engager, il n'est pas trop tard. Donc depuis 2012, nous sommes à la recherche de cette paix et la réconciliation. Malgré quelques réticences aujourd'hui, les Maliens ont compris que la solution, c'est se donner la main. Donc moi je pense que nous devons être plus concrets pour aller vers ce sens. Et surtout au niveau du football malien aussi, les dirigeants ne s'entendent pas. Moi je pense que c'est une honte pour l'ensemble du peuple malien, l'image du football malien. Et je demande aux uns et les autres vraiment de s'unir derrière le football. Seul le Mali gagnera dans ça. Sida Foot est un événement footballistique qui réunit chaque année autour des matchs de gala une pléiade de footballeurs en vue de sensibiliser la jeunesse sur le fléau du sida. Créé en 2010, il a mission de s'étendre dans les pays voisins. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.